Je m'appelle Thomas Gubic, je suis musicien. Je suis né en Argentine, mais je vis en France depuis 1977. Je suis venu en fait en France en jouant avec Astor Piazzolla et je suis resté. C'était une époque où en Argentine il y avait une dictature militaire qui ne donnait pas envie de rester là-bas. Je suis guitariste et je suis essentiellement compositeur. Je compose pour différentes formations, je compose pour mes propres albums évidemment, mais aussi pour d'autres personnes, notamment en l'occurrence pour le groupe Iguazu. La plupart du temps, je travaille avec des musiciens qui sortent en fait du conservatoire et qui s'intéressent en même temps à la musique populaire, parce que j'essaye d'évoluer justement dans cette sorte de no man's land entre les deux musiques qui sont pour moi en réalité une seule. J'ai toujours vécu ça comme ça. Disons, j'ai écouté de la musique classique, je viens d'une famille de mélomanes, donc depuis tout petit on était envahi de musique dite classique, mais j'appartiens aussi à la génération qui a grandi avec les Beatles et voilà tout ce qui s'ensuit. Et je dis souvent que ma décision de devenir musicien date d'une année très précise, quand j'avais entre 9 et 10 ans, et que j'ai écouté pratiquement en même temps Le Sacre du Printemps de Stravinsky et l'album Sgt. Pepper's. Et là, je me suis dit, si on peut faire tout ça avec la musique, j'abandonne mes prétentions de joueur de foot et je me dédie à la musique. Ma première musique en tant que musicien, c'était effectivement plutôt du rock, pop, je ne sais pas comment l'appeler. Mais très rapidement, j'étais mis en contact avec un bandoneoniste qui s'appelle Rodolfo Medeiros et qui lui, à l'époque, je parle des années 70, lui, il voulait sortir un petit peu du tango et il cherchait justement des gens qui venaient d'autres horizons. Et on s'est mis en contact, là j'étais vraiment très jeune, je devais avoir 15 ans à peu près, qui était l'époque où j'ai fait mon premier enregistrement, à travers lequel j'ai connu Rodolfo. Et lui-même, il m'a introduit au tango, parce que moi je connaissais mais rien du tout au tango. En plus, il y avait une espèce de conflit générationnel entre nous, les jeunes musiciens, et le milieu du tango qui était considéré comme très traditionnaliste et qui avait aussi énormément de préjugés à notre égard, si on avait les cheveux longs, etc., etc. C'était une Argentine assez compliquée, très conservatrice. Et la réalité, chose que j'ai su après au fur et à mesure, est que beaucoup de musiciens de tango étaient beaucoup plus ouverts qu'on ne l'imaginait. Mais à l'époque, c'était vraiment, il y avait un gap énorme entre les deux esthétiques. Mon projet était de partir en tournée avec Piazzolla, j'avais 19 ans, et de rester soit à Londres, soit à New York. Ça, c'était mon projet, qui était un peu les mecs musicales de l'époque. Finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce qu'en arrivant en France, j'ai rencontré des musiciens, mais il y avait notamment le pianiste qui jouait avec Piazzolla, Gustavo Beitelman. Et tout de suite après, il y a Juan José Mossalini qui est venu le rejoindre pour faire un projet, un groupe, et ils m'ont proposé de faire partie de cette expérience. Et comme ça, petit à petit, en réalité, je suis resté en France. En tout cas, dans ce Paris-là, cette France-là où je suis arrivé, il y avait quelque chose d'extrêmement ouvert pour toutes les musiques qui venaient d'ailleurs. C'était le début de ce qui ne s'appelait pas encore la world music, mais disons, Paris accueillait des musiciens venant de toutes les origines, et il y avait une espèce de vraies curiosités. En très très peu de temps, on a rencontré pratiquement tous les grands musiciens de jazz qui gravitaient à l'époque à Paris. Je parle de Portal, de Texier, enfin à peu près tout le monde. Tout le monde était en contact, on jouait dans les mêmes endroits, même si on ne faisait pas du jazz. Et il y avait quelque chose qui était très, très fertile d'une certaine façon dans tous ces mélanges. Et le côté d'improvisation, pour moi, vient plus du monde du rock. Bon, évidemment, après, il s'est sophistiqué, etc. Tu sais, il y a eu cette période d'une musique qu'aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal
à écouter, toujours dans la même période, fin des années 70, où nous, les musiciens du rock, quand je dis musiciens de rock, c'est vrai que c'était une de mes musiques, j'ai toujours eu une oreille très ouverte à tout ce qui était musique dite classique au sens très large du terme. Mais il y a eu ce phénomène du jazz rock qui a été éblouissant en quelque sorte. Je t'aurais dit, j'aurais beaucoup de mal à réécouter ces disques-là, mais on a découvert tout un monde, ça crée une espèce de passerelle pour aller vers d'autres musiques. La plupart de ces musiciens-là étaient des musiciens qui venaient du jazz, je pense à Chick Corea, McLaughlin, etc. Et c'est des gens qui nous ont fait comprendre, je parle de toute ma génération, que c'était possible de jouer comme ça. Déjà, en termes techniques, c'était des virtuoses incroyables. Avant McLaughlin, on n'imaginait pas qu'on puisse jouer la guitare comme ça, par exemple, non ? Je pourrais dire la même chose d'Hendrix et des tas d'autres guitaristes qui, pour moi, en plus de ce qu'ils ont fait musicalement, ils ont ouvert tout un champ qui n'était pas pensable. Je ne sais pas, moi, à l'époque, je ne connaissais pas Tal Farlow, McLaughlin le connaissait certainement, et probablement il joue comme il joue parce qu'il savait qu'il y avait d'autres virtuoses avant lui, mais venant du monde du rock, il n'y avait pas ces degrés de sophistication, ces degrés de technicité, etc. Donc, je disais, ce moment, cette apparition du jazz rock, mais c'était à dire, c'est incroyable qu'on puisse faire cette musique-là, de cette façon-là. Et ça, je pense que ça a ouvert une petite porte vers le jazz. Moi, je l'entendais avant, pour des questions familiales, disons que dans ma maison circulaient des disques de Coltrane, de Sonny Rollins, etc. Mais c'était une musique que j'écoutais avec beaucoup d'attention et beaucoup de respect, mais c'était pas celle qui me touchait profondément, qui me mouvait profondément. Aussi, je pense que ça faisait partie de la culture du rock. Tous les groupes écrivaient leurs propres morceaux, donc même mes premiers petits groupes de rock à l'école, on écrivait nos propres morceaux, et bien entendu après c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, c'est probablement ce que j'ai le plus travaillé en réalité, tout ce qui est lié à l'écriture, à l'orchestration, etc. Et c'est quelque chose que tu as fait de manière autodidacte ou Dramatiquement autodidacte, oui. Dramatiquement, je conseille ça à personne parce que c'est une perte de temps monstrueuse. Parce qu'on travaille beaucoup trop inutilement. J'ai analysé je ne sais pas combien de partitions pour être sûr que j'avais bien compris, alors que quand tu suis un parcours académique, tu es guidé et tu sais que tu n'as pas forcément besoin d'analyser 40 sonates de Beethoven pour comprendre la forme sonate ou des choses comme ça. Et en même temps, c'est vrai que, disons, dans un sens, ça implique une perte de temps et peut-être une quantité de travail nécessaire. Et d'un autre côté, je sais pas, moi j'ai découvert le Do majeur tout seul, donc il m'appartient. C'est moi qui l'ai inventé, le Do majeur. Du coup, j'en fais ce que je veux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On a un sentiment un peu comme ça. Ça me fait toujours penser aux petits enfants quand tu dis bon, et comment t'as appris à faire du vélo tout seul? Tu vas. Il y a un truc un peu comme ça, quoi. Mm-hmm. Et puis ce que je constate aussi, c'est que parmi les musiciens classiques actuellement, disons, avant c'était très compartimenté. Un musicien classique, il faisait que la musique classique. Là maintenant, les gens qui ont, maintenant ça commence à dater, les jeunes en question qui ont, je sais pas, 40-50 ans, ils ont évidemment travaillé du Bach et du Schubert, mais ils ont écouté Prince aussi en même temps. Et je trouve que ça fait, d'une part, qu'ils savent faire les deux choses, et que ça alimente les deux choses. C'est-à-dire que je trouve qu'ils jouent mieux Schubert aussi, enfin mieux. En tout cas, qu'ils le jouent très bien parce qu'ils ont cette ouverture d'esprit. Et pour moi, c'est un peu ça, c'est ce que je te disais. Je ne vois pas une séparation si radicale entre la musique dite populaire et la musique dite classique. Je pense qu'il y a des tas de points communs possibles, en tout cas, et que quand l'une et l'autre s'éloignent trop, ça devient complexe. J'ai beaucoup d'amis compositeurs contemporains qui parfois s'éloignent beaucoup de la possibilité des gens de comprendre ce qu'ils disent, parfois.
Voilà. Je pense qu'il y a eu d'autres époques, je sais pas, il se trouve que là je travaille des trucs de Vivaldi, je pense qu'il ne s'est posé absolument pas ces questions-là. Il n'essayait pas d'être classique ou populaire, il écrivait, c'est tout. En même temps, la musique, parlons de musique savante, elle continue à évoluer aussi, et c'est vrai que dans la musique contemporaine, il y a des choses qui sont des innovations permanentes, qui sont extrêmement intéressantes, et qui, je pense, peuvent aussi nourrir... je sais pas, quand j'écris, c'est vrai que j'intègre une quantité de paramètres qui viennent d'une pensée de musique savante, mais que j'intègre à ma façon, ou si j'ai besoin d'un passage de décaphonique, je ne veux pas me gêner à le faire. Si j'ai besoin d'un passage, je sais pas, répétitif ou bruitiste, ou plus d'une pensée des musiciens contemporains en termes de textures ou des choses comme ça, je prends ça comme une palette qui s'élargit, et je trouve ça super que des musiciens continuent à élargir cette palette. Je pense toujours, il y a une phrase de Glenn Gould qui dit que s'il y en a un qui n'a rien à dire sur une œuvre, c'est bien son auteur. Et je trouve qu'il y a du vrai, parce que finalement, ce que tu avais à dire, tu l'as dit là. Quoi. Non, je sais déjà que j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Peut-être aussi parce que je suis dans une période de ma vie où, comment dire, je m'avoue ce plaisir-là. C'est-à-dire que j'ai toujours un niveau d'exigence qui est parfois tel que le fait d'écrire devient une souffrance. Et là, je sais que je suis en train dans une espèce de... Je vrille de ça à tout simplement avoir le plaisir de le faire, et ça a été le cas pendant tout le temps où j'écrivais la pièce pour vous. Et comme toujours, je m'amuse un petit peu de toutes ces musiques que j'aime et de toutes ces influences. Il y a évidemment des côtés qui viennent du tango, mais en même temps j'essaye d'élargir un peu le champ harmonique qui souvent dans le tango traditionnel, y compris dans Piazzolla, est très romantique, post-romantique éventuellement. Je trouve que ça c'est une des possibilités, disons, d'actualisation, je sais pas comment l'appeler, du tango. En tout cas c'est des choses qui m'intéressent. Et puis surtout j'ai écouté ce que vous faites, et j'avais tout loisir d'écrire tout type des choses complexes, sachant que vous êtes des interprètes exceptionnels et que vous alliez vous démerder pour le faire sonner. Disons que je me suis posé à aucun moment aucune question technique. Je me suis dit, ça pour les violons c'est difficile. Il va se démerder. Et même pour toi, n'en parlons pas. Et ça c'est aussi... Disons, c'est très agréable pour un compositeur quand tu n'as pas à te poser des questions techniques quant à l'interprétation. Et comme en plus j'avais entendu ce que vous faisiez autour du tango et que vous maîtrisez vraiment ces langages, c'était très, très facile, disons, à faire. Et je pense que dans la pièce que j'ai écrite pour vous, comme souvent, je continue à travailler mes différentes obsessions, que ce soit de trouver déjà un thème un minimum inspiré, que ce soit les développer suffisamment mais en même temps pas trop pour que ça ne devienne pas ennuyeux, et l'utilisation de certaines techniques. J'aime beaucoup faire appel au contrepoint comme une des façons, disons, de faire évoluer les thèmes, etc. Et après, pour ce qui est des titres des morceaux, ça c'est quelque chose que j'avoue, disons, on est obligé de le faire. Je n'éprouve pas cette nécessité. Franchement, je pense qu'il y a énormément de pièces que j'aurais pu appeler pièce numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais ça m'a fait marrer aussi parce que vous vous appelez Iguaçu, et que juste à ce moment-là, j'étais en train de lire des choses là-dessus, et que j'ai vu qu'il y avait un animal, le jaguarité, il y avait un risque d'extinction. D'ailleurs, tout récemment, là, j'ai appris curieusement, mais il y a 2 jours, qu'ils ont découvert qu'il y avait un qui s'était reproduit, qu'il y a 2 petits à nouveau. Et comme je suis aussi un petit peu préoccupé, disons, par l'état du monde et par la nocivité de notre espèce,
en termes de destruction de tout ce qui existe. Je trouvais que c'était bien de rendre hommage à une espèce qui est donc en danger d'extinction et qui se trouve dans son milieu naturel et précisément toute la zone de l'Iguassou.